Bonjour à tous. Bonjour. Je reçois Tom, qui est Encore une fois. officiellement dans le top 8 des joueurs français à Flesh and Blood, puisque nous sommes au lendemain, nous sommes le lundi 1er juillet, date de tournage de cette vidéo, au lendemain de la fin des championnats de France de Flesh and Blood qui ont lieu porte de Versailles à l'Hôtel Mercure. Et Tom, tu as été au bout de la première journée qualifié pour la seconde, et le matin, tu t'es qualifié pour le top 8. Et donc, on va vous parler de tout ça dans cette vidéo. À la fois le parcours de Tom et comment on arrive à ce niveau de, non pas, puisqu'il faut le QI de Tom, et ça, c'est pas donné à tout le monde, mais globalement, quel est le parcours pour arriver au championnat de France et à ce niveau-là, et aussi parler un petit peu de, si on est d'accord sur le plan, de la méta de la France et globalement l'international, parce qu'en ce moment, vous avez la saison des tournois nationaux dans tous les pays. Qui se finit, je ne sais plus si c'est ce week-end ou la semaine prochaine. Je crois que c'est le week-end prochain, il y en a encore quelques-uns. Donc le plus gros qui était celui qui est US a eu lieu la semaine dernière, il y a 2 semaines, que tout le monde regardait avec impatience parce que c'est là où il y a le plus de joueurs, donc c'est là aussi où on étudie la méta. C'est ça, et puis c'était le premier gros tournoi depuis la nouvelle extension, donc forcément ça allait donner des tendances. Et la plupart des teams, des équipes étaient un peu en secret, en sous-marin, pour garder un petit peu leurs observations et voir un peu ce qui était fort, ce qui allait pas l'être. Et donc ça s'est mis sur la tête pour la première fois vraiment ce week-end-là. D'accord. Alors, on commence par quoi? On commence par le parcours du combattant, au sens propre du terme? Je dirais déjà comment est-ce qu'on arrive et comment est-ce qu'on se prépare pour des championnats de France. Ouais. Ou pour un gros tournoi de Flesh and Blood de façon générale. Déjà, comment est-ce qu'on arrive, comment est-ce qu'on se qualifie? Il y avait 2 façons de se qualifier pour les championnats de France. Il y avait soit, comme on vous en avait parlé dans une précédente vidéo, la précédente, via le circuit de tournois qu'on appelle les Road to Nationals, qui ont eu lieu cette année fin janvier, début février. Et c'était des tournois locaux, chaque boutique pouvait en organiser un. Et c'était un tournoi où le top 4 était qualifié automatiquement au championnat de France. Donc ça regroupait la moitié des qualifiés, donc 64 sur les 128 places disponibles. Et l'autre, c'était les 64 joueurs les mieux classés au classement Elo de Flesh and Blood. Moi, c'est par cette façon-là que je me suis qualifié. Donc, c'est à force de faire des tournois compétitifs, donc pas juste des pas forcément armories. les RTN. Enfin, si, des RTN, des ProQuest, des Calling, mais pas des armories. Pas que les RTN. Oui, pas que les RTN, où j'étais, je crois, 70e à peu près. Donc, ça a passé parce que forcément, en fait, s'il y avait plein de gens dans les 64 premiers qui s'étaient qualifiés via l'autre méthode, du coup, ça ruisselait derrière pour se qualifier également. Alors, en sachant que c'est pas forcément évident de savoir combien au total il y a de joueurs en France. Parce qu'il y a les gens qui jouent chez eux, il y a les gens... Alors, il y a un nombre d'inscrits forcément sur FabTCG, qui est une condition pour jouer en armory. FabTCG, c'est le site officiel de LSS. C'est obligatoire pour jouer en armory. En revanche, c'est pas parce que vous avez un compte Facebook que vous êtes actif sur Facebook. Et là, c'est pareil, c'est pas parce que vous avez un compte sur FabTCG que vous jouez en armory. C'est ça, et pareil, un petit peu l'inverse. L'autre statistique un petit peu qu'on a, c'est le Discord francophone, où on voit un peu l'évolution du nombre de membres. On a dépassé les 2000 membres il y a quelques mois. Donc c'est en croissance. Oui. Donc, mais on va dire que c'est une estimation basse et qu'après, sur ces 2000, on introduit un coefficient d'erreur de 10-20%. C'est pas nous les responsables des chiffres, mais ça donne un ordre d'idée on va dire il y a quelques milliers de joueurs. Ouais, en France, je pense que c'est raisonnable de dire qu'il y a quelques milliers de joueurs et actifs probablement un millier, je dirais. Après il y a ceux qui rentrent chez eux. Tu vois, moi, typiquement, on en parlera dans la vidéo suivante, mais moi, j'ai été très inactif jusqu'au moment où, ça y est, je joue à Flesh and Blood, je suis dans le bassin moyen. C'est comme ça qu'on se qualifie. Après, comment on s'y prépare? Ça dépend des gens, forcément. Manger des pâtes le soir, 40 pompes le matin. Non, mais c'est plus, il faut savoir quel deck on va jouer. Il faut être préparé à ce qu'on va affronter, donc s'entraîner sur les différents match-ups qu'on peut rencontrer, savoir qu'est-ce qu'on va inclure dans notre side pour jouer contre tel ou tel personnage qu'on s'attend à être très présent.
Et puis imaginer un peu tout ça. Ça se fait soit seul, mais c'est pas le plus efficace. Et en général, ça se fait plutôt en groupe. Donc il y a des espèces de, soit des teams, soit des groupes d'amis, soit des choses En comme fait, ça fait ça. vraiment championnat de France, le championnat multinationaux où tu as une équipe française qui va s'entraîner ensemble, des sparring partners. Oui, c'est ça en fait. Globalement, c'est aussi l'occasion d'avoir une espèce d'entourage de joueurs qui vont jouer un petit peu tous les différents persos à un bon niveau. J'ai la chance d'être entouré de gens qui jouent beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que moi même. Ah oui? Ouais, ouais. Euh, du coup, on a pu beaucoup tester les différents persos, les nouveaux decks qui sortaient avec la nouvelle extension, voir un petit peu comment ça allait s'orienter. Et puis quasiment un mois avant les nationaux, on était déjà à peu près sûr de ce qu'on allait jouer. Mhm. Après, ça s'est raffiné au fur et à mesure. Il y a des gens qui ont changé, mais Alors, parlons de cette méta. Donc, toi, tu as joué quoi? moi j'ai joué Zen, donc un des trois nouveaux ninjas, Enfin, les trois nouveaux héros. un des trois nouveaux héros, le ninja, donc clairement le deck le plus agressif, le deck qui a le plus dominé depuis la sortie du set. Euh, qui va probablement continuer à dominer, mais on commence à voir justement que c'est un perso comme tout le monde, comme il a gagné les nationaux en Amérique, euh, bah, il a été encore plus sur le devant du radar qu'on s'y attendait, donc forcément, le reste de la méta s'est mis à s'adapter pour contrer le deck. Et La finale, c'était. New Azalea. Je parle aux États-Unis. C'était Zen contre Caillot, Zen non? contre Caillot. Ouais. Voilà. Donc, ça veut dire que Caillot, la brute, reste quand même là. Ah oui, Vous avez des classes qui restent là, hein, non mais des héros qui restent là. Hein. en fait, on s'attendait à avoir une méta avec les trois nouveaux persos, c'est ce qu'on avait déjà évoqué dans la dernière vidéo. Zen, Enigma, Et Nu, Illusioniste, et Mystique. Nu qui étaient tous les trois très forts, Voilà, Assassin, et Nu. un espèce de triangle en fait, qui est un espèce de triangle assez sain au final, parce Oui, que c'est du père papier ciseaux en les fait. trois persos ont vraiment un des trois autres contre qui ils sont forts et un des trois autres contre qui ils sont assez faibles. Donc ça fait que je pense on va voir au fur et à mesure une méta qui tourne. Mm. Et après, du coup, le reste des personnages qui s'adaptent parce que globalement, tu as les personnages qui performent, genre vraiment le deck à battre. C'est toujours le cas hein, dans une méta d'un jeu compétitif, tu as toujours le deck à battre. Et après, tu as les decks qui battent le deck à battre, vu qu'il a forcément toujours des mauvais match-up. Et après, tu as les decks qui battent les decks qui battent le deck à battre. Oui, Le donc deck à en battre. fait, c'est une espèce de. Mais qui perdent contre le deck à battre. Oui, oui, c'est ça. On arrive dans ce type de tournoi avec un deck en tentant sa chance. C'est-à-dire que si vous avez préparé contre Zen à 90% et que Zen n'est pas a disparu au niveau des demi-finales, ça va devenir plus compliqué. C'est ce qui s'est produit pendant le championnat. Après, de toute façon, on se prépare à jouer contre tout et on sait Oui. aussi que sur un événement, autant sur un événement de type Pro Tour ou Championnat du Monde, globalement, les gens vont venir avec le meilleur deck. Sur un événement comme le Championnat de France, on sait aussi qu'il y a beaucoup de gens qui vont rester sur leur perso de cœur, qui Ouais. vont rester sur ce qu'ils savent jouer parce qu'ils n'ont pas forcément eu le temps. Puis ça coûte de l'argent, tout ça. Ça coûte de l'argent, ça coûte du temps. Parmi mes coéquipiers, je suis de loin pas celui qui joue le plus. Mais j'ai quand même dû faire sur Talisha entre 100 et 150 games de Zen depuis un mois pour prendre en main le perso, comprendre, adapter ma liste au fur et à mesure et être vraiment prêt le jour J. Oui, surtout que c'est des personnages assez récents, donc les listes sont encore mouvantes. Oui, c'est ça, et les listes sont encore mouvantes et très honnêtement, j'ai encore changé ma liste la veille au matin. Ouais. J'ai fait des modifications en me disant finalement je vais jouer ça, je me sens plus à l'aise de la jouer comme ça. Il faut aussi s'entraîner au draft. Alors, on en a parlé lors de la vidéo précédente, donc ce type d'événement, vous avez quasiment la moitié des matchs qui sont en construit, vous arrivez avec votre deck et vous allez vous battre, donc, et en classique construit 60 cartes, 40 points de vie, ou moins, un peu moins, et vous avez la partie c'est les drafts, où vous allez jouer ce que vous allez drafter dans des circonstances que tu vas nous décrire. Et ça, c'est complètement un autre type de savoir-faire, Oui. à la fois au niveau du choix des cartes, déduire ce que l'autre a pris par rapport au sens du draft et combien on est... et aux signaux qui sont envoyés. Et donc la constitution c'est vraiment une autre épreuve de connaissance de la technique Flesh and Blood. C'est complètement différent parce qu'effectivement ça demande des compétences qui sont différentes, de vraiment déjà savoir bien drafter le set en cours parce que du coup il y a des connaissances de draft qui sont générales, de comment un petit peu ça se passe le draft à Flesh and Blood, mais après il y a des connaissances du set en cours, quelles sont les cartes
qui sont les plus fortes dans le draft du set en cours, c'est pas du tout les mêmes cartes que les cartes qui sont les plus fortes en construit, parce qu'en général, les cartes qui sont les plus fortes en construit, c'est des Majestics, donc c'est des cartes qu'on va pas voir dans un draft. Peut-être qu'il y en a une personne à la table en gros, il y a peut-être une personne à la table qui va ouvrir la Majestic super forte, et bon, qui va du coup partir sur ce perso. Mais sinon, nous, ce qui va nous intéresser pour faire un deck de draft fort, c'est des communes, et c'est des communes particulières qui, pour tel perso, vont être particulièrement fortes dans un deck de draft. Donc ça demande quand même pas mal d'entraînement, pas mal de répétitions avant, connaître l'environnement de draft, puis connaître le set sur lequel on va drafter. C'est ça, je veux dire, que le set on va drafter et comment ça se passe. Donc ça se passe sur 2 jours, le championnat de France. On a commencé samedi, ça commence assez tôt, ça commence à 9h le matin, début de la première ronde. Globalement, il ne faut pas être en retard parce que sinon... on est éliminé ? Pas éliminé, mais on va perdre la ronde automatiquement. D'accord. Et il y a eu un certain nombre de gens qui ne sont pas déjà qui étaient censés venir, qui ne sont pas présentés. Donc il y a eu des gens qui ont eu une première ronde gratuite. Ouais, ça, et puis je ne sais pas s'il y a eu des gens qui étaient en retard ou pas, mais bon, ça c'est autre chose. Donc on arrive, on s'assoit, on a son adversaire de la première ronde et c'est parti. On est déjà dans le feu. Donc on commence par 3 rondes de construit. Moi, pour le coup, je perds la première ronde donc, contre un bon match-up normalement, vu que je perds contre Caillot. Contre un très très bon joueur, un joueur lyonnais, un très bon joueur. Et du coup, je commence un petit peu avec une défaite, donc c'est déjà un peu handicapant dans le sens où je vais avoir moins le droit à l'erreur. Pour voir au total, il y a 12 rondes, et pour passer en top 8, il faut faire 3 défaites maximum, où il y a potentiellement 1 ou 2 personnes qui pourront passer avec 4 défaites, ce seront les meilleures des 4 défaites. D'accord. Sachant que la façon dont on va calculer la meilleure personne à X défaites, elle est très très obscure et je ne suis pas capable de l'expliquer parce que même nous on ne le sait pas. Mais globalement c'est le premier à arriver à X victoires parmi les gens qui ont Y défaites. C'est une formule mathématique, c'est comme la fabrication du Coca-Cola. C'est ça. On la connaît pas. Donc je perds la première ronde, un petit peu déçu, mais... Ninja contre Brut. Mais je me dis, c'est pas grave. Deuxième ronde, je tombe sur un miroir de Zen, qui est un match-up auquel je m'attendais forcément. Vu que Zen contre Zen. Hein. Ouais, Zen était le personnage le plus représenté, donc forcément j'étais venu en m'attendant à jouer du miroir de Zen et en sachant que ça allait être des parties qui allaient durer 10 minutes et qui allaient probablement se décider à qui va piocher la meilleure main dans les 2 premiers tours. Parce qu'en fait c'est un peu comme Sangoku contre Vegeta, sauf qu'il n'y a pas tous les flashbacks. Donc ça va plus vite. C'est ça. J'ai une très bonne sortie. J'ai vraiment de la réussite sur la partie et j'atomise mon adversaire au tour 1. Je lui propose déjà 40 dégâts. Au tour 1 ? En fait, tour 0, je commence, je passe quelques dégâts, j'ai mis une transcende. D'accord. Donc transcende. C'est la mécanique de... il pitch une bleue, un instant, mystique instant. C'est ça, pour avoir un chi. Et pour avoir un chi qui récupère en main, il peut tout de suite aller chercher sa combo. C'est ça, je peux aller chercher ma combo. C'est pas très utile au T0, mais ça fait que j'ai j'ai un chi déjà dans le deck. Donc en fait, lui, à son premier tour, il me propose pas grand-chose. Il me propose juste des dégâts. Et je pioche une main globalement parfaite pour canonique. Partir. Vraiment, je pense pas que je pouvais avoir une meilleure main. Art of War, Ancestral Harmony et... C'est Art of War, Preserve Tradition, un Transcende, Sacred Art et un Aspect of Body, je crois. D'accord. On va mettre toutes ces cartes avec un CNC en arsenal, il me semble, actuellement. Donc, Command and Conquer. Et donc, du coup, je casse le casque, je vais chercher un chi, je casse les bots, je prends un Tiger. J'ai 6 cartes en main, une carte en arsenal. Et je lui propose 40 dégâts dans le tour. Il en bloque un certain nombre, mais il est genre à 5 PV, je suis encore à 35. Il n'a pas du tout la tempo de la partie et du coup à partir de là c'est fini. C'est pas un deck qui sait défendre bien Zen. Donc je me retrouve à 1, je suis content. Maintenant le but c'est de quand même essayer de gagner la dernière ronde de construit pour se mettre un peu bien pour la draft derrière. Et ma 3e ronde, je joue contre un partenaire d'entraînement et un ami parisien qui est Jérémy, qui joue Azalea. Azalea, Ranger. Azalea, le Ranger, l'autre deck dominant de la méta qu'on attend. Alors, juste en résumé en trois mots, Azalea, elle tire des flèches de son arsenal et c'est des très grosses attaques qui sont disruptives. C'est ça. Donc, elle va mettre du poison, du ceci sur sa flèche. Elle fait globalement une attaque max par tour et c'est une attaque à 14 de dégâts
qui te donne des tokens et qui lui donne éventuellement des buffs. Azalea, globalement, c'est un perso qui a toujours été très fort pour contrer les decks agressifs. Ouais. Donc c'est vraiment un très bon deck contre les decks agressifs. Par contre, c'est un deck qui est très fragile, parce qu'elle ne veut pas bloquer, vraiment. Oui, elle a des faibles défenses sur ses cartes. Elle défend très très mal, et elle a besoin de continuer à enchaîner disruption sur disruption sur disruption pour pouvoir réussir. Globalement, contre Zen, le match-up est pas si mauvais que ça pour Zen, alors qu'on pourrait penser que c'est compliqué parce que c'est vraiment sa cible, parce qu'on a des outils dans le deck pour la ralentir, que ce soit Command and Conquer, que ce soit Warmonger Diplomacy, donc qui sont des génériques qui sont très fortes contre Ranger, parce que ça va aller empêcher de soit jouer des non-attaques actions, soit aller gêner l'arsenal pour un Ranger qui aime beaucoup jouer dessus. Et puis on a la possibilité, c'est la grande force de Zen, que s'il y a un tour, et c'est possible, Azalea se rate dans le sens où elle n'a pas de quoi proposer de la disruption, ça peut arriver, ça reste un jeu de cartes, et en général ça va arriver à un moment ou à un autre, et on peut juste, si on a encore suffisamment de points de vie, prendre les dégâts, mettre les équipements, partir et essayer de la mettre suffisamment faible pour l'obliger à bloquer. Et à partir de là, une fois qu'on a commencé à l'obliger à bloquer, elle perd le tempo. Ça devient beaucoup plus jouable. Ouais. Et au final, je l'emporte, mais j'étais, je crois, un PV à la fin. Ouais. C'était beaucoup plus serré que ça aurait dû l'être. Après, comme j'avais beaucoup d'avance, j'ai pu me permettre de perdre des points de vie pour continuer à lui mettre la pression et la forcer à bloquer. Globalement, c'est important à Flesh and Blood de se rendre compte, je parle vraiment aux personnes qui débutent, que les points de vie, c'est une ressource comme des cartes. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand vous avez de l'avance, plutôt que de bloquer et de perdre une carte, vous décidez, je garde ma carte, mais je perds des points de vie. C'est ça. Et c'est un truc que vous pouvez faire quand vous avez de l'avance. Donc, en fait, le score final, en termes de points de vie, ne reflète pas la tension de la partie. Parce qu'à un moment donné, vous pouvez décider de perdre 10-15 points de vie parce que vous avez 20 points d'avance. Et c'est juste que ça vous permet de garder votre main et d'achever l'adversaire. Ça. Il n'y a pas plus de mérite à gagner avec 35 PV qu'avavec 2. C'est ça. Donc le but, c'est vraiment de voir ça comme une ressource et de se dire, ok, là ce qui s'est passé dans la partie, c'est que à l'avant-dernier tour, elle m'a proposé une attaque avec une flèche. J'ai fait ok, en bloquant de telle façon, je ne sais plus comment exactement, je peux être à un point de vie, survivre, et lui proposer soit de la tuer, soit de lui prendre toutes les cartes de sa main, donc de l'empêcher de réattaquer derrière. Oui. Donc c'est ce que je fais en fait, c'est un risque calculé globalement à chaque fois, dans le sens où c'est le meilleur, la meilleure chose à faire. Et de toute façon, c'est pour ça qu'on aime Flesh and Blood, c'est à chaque tour ce type de décision, de trade-off, d'échange. Est-ce que j'accepte de prendre les points de dégâts pour en faire plus en retour, reprendre le tempo de la partie, etc. Donc ensuite on enchaîne sur les drafts. Donc on a 2 drafts qui vont s'enchaîner. Donc chaque draft, on va faire la phase de draft. Donc on va être dans un pod de 8 joueurs. Donc un pod, c'est un draft, ça se fait à 8 joueurs toujours, 95% du temps. Donc on va avoir les 8 joueurs qui vont être assis autour d'une table, on va nous donner l'équivalent d'un display, donc on aura 3 boosters chacun pour drafter. D'accord. Et ensuite on va drafter, donc après il y a toute une phase de lister toutes les... en gros on emballe nos cartes, elles sont passées à une autre table pour qu'ils listent toutes les cartes qu'on a draftées, et ensuite ils nous les rendent, on doit vérifier que ça correspond bien à ce qu'on a eu, et ensuite on construit le deck. Oui, c'est pour éviter la triche. Que tu sortes la carte de ta manche. Et donc ça prend quand même pas mal de temps tout ce process, hein. La draft plus la vérification, on a pour une bonne heure globalement, sachant que la draft c'est timé. Donc en gros on nous dit, alors déjà il faut bien regarder devant soi, on n'a pas le droit de regarder à droite à gauche, c'est des œillères. Dans le silence, tout ça. On nous dit ouvrez votre premier paquet, retirez les 2 dernières cartes parce que les jetons il y a quelqu'un qui a un micro, ou les légendaires, les Marvel, ce genre de choses, si on en ouvre on les garde, elles sont pas draftées. Et puis on nous dit vous pouvez prendre votre pack, vous avez 50 secondes, donc tu as 50 secondes, tu regardes les cartes, tu te dis ok, il y a ça, je vais choisir de prendre celle-là. Du coup, je pense que vu ce que je passe comme carte, il y a des chances que mon adversaire, la personne à ma gauche, vu qu'on va passer à gauche, se rende compte qu'il manque une carte de telle classe. Elle va savoir que probablement je veux partir dessus. Ou alors, je sais que je lui passe volontairement une carte de telle classe qui est très forte pour lui envoyer un signal et lui dire « Regarde, tu peux jouer cette classe, moi je vais pas te gêner ». Comme on peut jouer des cartes que de sa classe ou des génériques,
Il faut bien qu'à 8 joueurs, on se répartisse les trois personnages différents. Donc ça va être en général trois personnes sur l'un, 3 personnes sur l'autre, 2 personnes sur le dernier. Des fois c'est un peu différent suivant comment les gens réagissent. Mais globalement, c'est pas dans ton intérêt que la personne juste à côté de toi draft la même chose que toi, parce que comme le deuxième paquet, ça va tourner dans l'autre sens, il va te prendre toutes les bonnes cartes avant. Donc tu as envie que tes voisins draftent quelque chose d'autre. Mais des fois, t'as pas le choix et tu fais avec. Et donc voilà, on te dit vous avez 50 secondes, ensuite on te dit vous avez 10 secondes, enfin 10 secondes on te le dit, ensuite on te dit drafter, donc tu vas prendre ta carte, tu mélanges, tu passes au voisin et t'attends qu'on te dise vous pouvez prendre le deuxième paquet, il doit y avoir 13 cartes, vous avez 50 secondes, et puis le temps baisse au fur et à mesure évidemment quand il y a 3 cartes, t'as 5 secondes pour choisir parce que ça va super vite, mais les premiers tours c'est important d'avoir un peu de temps parce que tu as besoin vraiment d'identifier ce qui a été pris pour savoir ce que tes voisins jouent et donc voir s'il y a des signaux, savoir sur quoi tu dois partir. Donc c'est très technique. J'imagine que tu n'as pas le droit de prendre de notes. Non. Moi, et tu n'as pas le droit de regarder les cartes que tu as déjà draftées. En fait, tu les poses en une pile, donc tu dois te souvenir ce que tu as pris. Entre chaque paquet, tu as 1 minute de review où tu peux regarder ce que tu as récupéré et analyser ce qui te manque, ce que tu as pris, etc. Mais entre deux, globalement, les cartes que tu as draftées, tu vas les laisser sur la table. Je vais être nul à ça parce que je suis nul, j'ai la mémoire d'un poisson rouge. Mais effectivement, ça demande un peu de mémoire et ça demande surtout beaucoup de capacité d'analyse très rapide et de savoir entre telle carte et telle carte ce qui est le mieux. Typiquement, moi, pour ma première draft, donc on est sur un pod, j'ouvre un premier booster assez médiocre. Il n'y a pas grand-chose de sensationnel. Donc il me semble que je prends une bonne carte générique, je me dis ça ira un peu dans tous les decks et on va voir. Je reçois un deuxième booster, je vois probablement la meilleure commune ninja qui est disponible dedans, en rouge. Donc je me dis, bon, j'ai un signal pour partir sur ninja ici, parce que s'il l'a pas prise, je vois qu'il a pris, je crois, une générique ou un truc comme ça. S'il l'a pas prise et qu'il me l'a passé et qu'il sait drafter un petit peu, il sait que je vais la prendre. Donc je la prends et je reprends le pack d'après. Et là, je vois qu'il y a une carte ninja en moins. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une des 2 personnes à ma gauche, a priori, qui a pris ninja. Donc là, mais bon, il faut. C'est ça. À ce moment-là, 3 personnages, 8 personnes. Oui, à ce moment-là, je me dis, ok, c'est gênant qu'un des 2 à ma gauche soit à la même classe que moi, parce qu'il y a 2 boosters qui vont venir de à ma droite. Il y a 2 boosters qui vont venir de ma droite. Donc, je vois encore une autre bonne carte ninja dans le pack, donc je la prends et j'attends de voir est-ce qu'il va confirmer le choix ou est-ce que finalement il a pris juste une carte parce que c'était la meilleure et que finalement il a eu peut-être le même signal que moi, il a décidé de changer. Et je regarde, pack suivant, je vois une carte ninja qui a disparu, donc je me dis ça commence à être compliqué, je prends une générique. Pack suivant, je vois encore une carte ninja qui a disparu, je vois une super carte illusionniste, vraiment probablement la meilleure commune illusionniste. Donc je la prends et je fais ok, normalement je dois partir sur illusionniste ici. Et donc ensuite je continue ma draft et je pars sur illusionniste effectivement. Du coup, mon premier pack, j'en suis moyennement satisfait, mais je me dis on peut faire des choses. Deuxième pack, assez décevant, je comprends pas trop. Pourtant, j'ai pas l'impression d'avoir passé des signaux pour jouer illusionniste à ma gauche. Donc je me dis, bon, on doit être 3 illusionnistes à la table, a priori, vu que je reçois pas énormément de bonnes cartes. Mais l'avantage d'Enigma, c'est qu'en limité, elle a moins besoin de cartes très très puissantes. Plus beaucoup de bleus qui bloquent 3, ça peut suffire pour faire 2 transcendent, ça peut suffire pour faire un bon deck. Donc je prends ça, je prends mes équipements. Je suis relativement bien, 3e pack, pareil. Satisfaisant. Je me retrouve du coup à la fin du draft avec un draft pas exceptionnel selon moi. On est 3 Enigma à la table. Il se trouve que mon voisin de gauche est parti sur Enigma. Mais du coup, c'est pas dramatique que mon voisin de gauche soit parti sur Enigma parce que ça veut dire qu'en fait, moi j'ai eu 2 packs où j'avais quand même la priorité sur lui pour prendre les cartes. Donc en fait, c'est lui qui a pas un très bon deck, a priori. Donc voilà, je fais mon deck et puis je pars pour 3 rounds de draft. Alors là, je vais aller assez vite. Mais globalement, je gagne la première dans un miroir d'Enigma. Enigma contre Enigma. Au talent, globalement, à des petites choses près, parce que globalement, ça se joue à ça. La deuxième, je suis contre une nue. Il n'y a que 2 nus à la table, donc je m'attends à ce qu'elles aient des decks très très forts. Assassin. Ouais, une des 2 assassins à la table, vu que j'ai passé des cartes très très fortes assassins. Et donc je m'attendais à ce que mes voisins soient assassins, en fait. Effectivement, elle avait un très bon deck, mais elle ne connaissait pas trop le format de draft, donc j'ai pu gagner sur le fil. On a failli faire une égalité au temps. Et donc... Alors, il faut savoir qu'effectivement, vous avez un temps limité pour votre ronde,
Et s'il n'y a pas de gagnant, c'est match nul. Hein. Oui. Je ne sais pas si j'ai précisé, mais les 3 rounds de draft, on va jouer que contre les 8 personnes avec qui les 7 autres personnes avec qui on a drafté. C'est ça qui permet de garder un équilibre en fait, Oui, tout à fait. en termes de puissance des decks qui ont été faits, et c'est plus juste. Et donc dernière ronde, c'est la finale du pod pour voir, on est 2 à 2-0 forcément, on est 8. Donc je joue contre mon voisin de gauche qui était sur Enigma, et là pour le coup c'est pas serré du tout. Il fait une petite erreur au début, et en fait c'est un match-up qui peut faire un effet boule de neige très rapide parce qu'on construit un board quand on joue illusionniste. Donc, et en fait un miroir illusionniste c'est un petit peu comme une partie de Magic en fait, c'est qui va garder ses créatures en vie. Parce que si on les garde en vie on peut appliquer de la pression avec tous les tours et garder des cartes en main pour pouvoir défendre, et donc avec peut-être une carte en main, on peut refaire 3 attaques, attaques s'il nous reste, et donc on va vite submerger l'adversaire, et c'est ce qui s'est passé. Donc du coup, je finis 3-0 en draft sur la première. Je suis très très content, parce que je m'y attendais pas vu mon pack, mais après je savais que je m'étais bien entraîné, donc c'était objectif. Alors cette vidéo va être horriblement longue. Hein, Oui, il faut peut-être accélérer sur le deuxième draft. Oui, le deuxième draft, je l'ai passé assez vite. Je draft nu cette fois, de façon assassin, de façon un peu réticente, parce que enfin, j'ai un début de draft nu qui est vraiment bon, avec vraiment les cartes qu'il me faut. Et après, par contre, ça se tarit très vite au premier pack. Je me dis, bon, on doit être 3 nus à la table, ok, c'est pas grave. Et au deuxième pack, c'est bizarre parce que je reçois rien de bon non plus. Et au troisième pack, pas grand chose de bon non plus. Donc je me retrouve avec un deck, je pense que je le vraiment pas très bien. Et en fait, je me rends compte qu'on est 4 nus à la table. Ils sont tous nus. On est tous nus à la table, et du coup, ce qui fait qu'on est 4 sur le même perso. Donc en fait, on a beaucoup moins de bonnes cartes du personnage. Ça dilue énormément la puissance des decks. Je suis pas convaincu, mais on verra bien. Je joue la première contre un coéquipier en ninja. Il n'y a que 2 ninjas à la table. Donc ils sont violents. Quand il n'y a que 2 ninjas, les decks sont ultra violents, et je me fais atomiser. En 10 minutes, c'est plié. Vraiment, il n'y avait pas de match. Deuxième partie, on fait un miroir contre une autre nue, donc assassin contre assassin. Je pense qu'il a un deck un petit peu meilleur que le mien, mais non, mais en fait dans le miroir mon deck est un peu plus adapté parce que justement j'ai cette stratégie un peu différente qui est transverse à l'assassin en fait. Qui est un peu transverse, qui peut se jouer en ninja, moins dans Enigma par contre. C'est vraiment c'est surtout Ninja Design d'habitude qui fait ça, mais là je l'ai essayé de le faire un peu avec lui. Et j'arrive à le surprendre et à prendre beaucoup de dégâts, enfin lui infliger beaucoup de dégâts à un moment où il ne s'y attend pas. Et du coup, j'ai une grosse avance de points de vie et je peux jouer là-dessus pour finir la partie. Encore une fois, c'est une ressource. Et dernière partie, donc là pour vous dire, il est 19h au niveau de la dernière partie. Hein, on a commencé à 9h le matin, donc ça fatigue. Je joue contre Enigma, contre quelqu'un qui a un très bon deck, mais on sent que la fatigue commence à arriver un peu. Il fait une petite erreur. Typiquement, à un moment, en fait, la carte la plus importante dans ce match-up, c'est Pick to Pieces pour nu, parce que ça empêche de prévenir les dégâts s'il y a une réaction qui est jouée. D'accord. Et donc les protections des différentes auras d'Enigma ne fonctionnent pas. Oui, donc, et elles pètent. Donc tout casse d'un coup si t'es pas bloqué. C'est un truc, on l'expliquera un petit peu dans les vidéos qui viennent, on zoomera un peu sur les mécaniques des decks et on expliquera le principe des gardes de l'illusionniste et comment on peut tout faire voler en éclats. Et donc sur la fin de partie où il fait pas très attention, où il oublie un peu qu'il a fait ça, en fait j'arrive à le tuer un peu en arnaquant, parce que je pense que je mérite pas que je mérite pas de gagner cette game, mais que je pense 9 fois sur 10 je dois pas la gagner vu mon deck. Donc je fais 2-1 sur cette draft, je suis extrêmement content parce que donc tu fais 5-1. Je fais 5-1 au total en draft, donc là je suis content parce que mon entraînement a payé, et en fait on est la grande majorité des gens, on a traîné ensemble, on a quasiment tous fait 5-1 en draft. Et donc du coup je finis le premier jour à, que je me trompe pas, 7-2, ce qui me place en 7ème position. Globalement, il reste 3 rounds pour aller chercher, mon objectif c'est de faire finir dans les 12 premiers pour aller chercher la qualification au championnat du monde. La première ronde du dimanche, elle est extrêmement importante parce que si je la gagne, je suis quasiment certain d'être en top 12. Alors ce que je te propose pour cette deuxième journée, pour pas que cette vidéo fasse 45 minutes, c'est que tu nous dises rapidement qui t'a affronté et en quelques mots l'issue, parce que on refasse pas le draft. Non, bien sûr. De toute façon, c'est du construit. Cette fois, on revient en construit. 3 rounds de construit. Première ronde, je tombe sur Dorine T. Hachette.
qui s'est un petit peu perdu là parce que clairement le deck est un petit peu. Il y avait de la lumière. Non, mais par contre, en fait, c'est un joueur qui a été dans mes 2 potes de draft et qui t'en est très très bien sorti à chaque fois. Et donc, on s'affronte et je suis content parce que clairement, quand j'ai vu les joueurs au même score que moi, c'était que des mauvais match-ups pour moi, sauf la Dorentea. Donc, j'ai vraiment de la réussite là-dessus. Et globalement, la game est pas close du tout parce que le match-up est horrible pour lui. Ah ouais. Ouais, attends, c'est injouable. Ah, pour lui. Oui, pour lui. Oui. Malgré une mauvaise sortie de ma part, vraiment, je finis, j'ai encore tous mes équipements. Sur scène, ça veut dire quelque chose. Donc voilà, je passe rapidement, je la gagne. Et puis après, la game suivante, je joue contre Nu, la même Nu que j'affronterai en top 8. Je perds. C'est mon pire match-up, Nu. Et donc je la perds, compliqué. Je prends de la disruption à tous les tours. Nu est un jeu disruptif qui est très très anti-aggro, quoi. Et du coup, j'arrive à la dernière ronde, je suis à 8-3. Donc si je la gagne, je suis sûr d'être top 8. Si je la perds, il faudra voir au tiebreaker, sachant que à l'issue de la ronde, je suis 4e au classement général et je suis le premier des joueurs à 8 victoires. Donc les 3 joueurs au-dessus de moi sont déjà certains d'être en top 8 et donc normalement, même si je la perds, j'ai des bonnes chances d'être en top 8 parce que je serai le premier à 8 victoires. Il se trouve que je la perds, je joue contre une Azalea qui me fait une sortie avec de la disruption tout le temps, j'ai pas le temps de respirer et j'arrive pas à remonter dans la partie. Il a très bien joué, il n'y a aucun souci, mais effectivement dans ce genre de situation, il n'y a pas grand chose à faire. Donc je la perds et puis j'attends de voir que les parties se terminent pour voir comment ça va se terminer. Et donc ça se termine et on annonce les résultats et je suis 7e. Donc je finis 7e à l'issue des rondes, premier des 8-4. Et donc ça va faire que je vais affronter le 2e au classement général pour le top 8. Donc on est tous qualifiés pour le top 8. Donc déjà on a tous notre qualification en plus des 4 suivants pour les championnats du monde à Osaka fin octobre, début novembre. Donc on gagne ce superbe tapis. Exclusif pour les 12 premiers, et puis de l'argent, donc je crois que le top 8 c'est déjà $400, donc c'est déjà bien. Et du coup on va jouer pour le top 8. Mon adversaire c'est le même joueur que de Nu que j'ai affronté en avant-dernière ronde, Paul, qui finira champion de France. GG à lui. On en profite pour féliciter. C'est ça, félicitations Paul, et c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. On joue souvent ensemble, que ce soit à Play-in ou à Uchronie. Ça fait un moment qu'on a l'habitude de jouer ensemble. On a déjà fait le match-up un certain nombre de fois, même avant les France, on l'a fait 3-4 fois. Et puis du coup, on va jouer ensemble. Et en fait, c'est là que son porte-malheur arrive, c'est-à-dire moi. À la clé, il y a quand même une Gold Foil légendaire pour le top 4. Qui vaut entre 1000 et 2000 euros facilement. Et ce que me propose Paul et ce qu'on fait, c'est qu'on décide, avant de jouer la partie, de partager la Gold Foil. Ce qui est fair. Ce qui fait que... on élimine la frustration. C'est ça. Ce qui fait qu'en fait, on joue quand même pour le cash prize. Donc il y a plus d'argent à gagner, puis on va monter, ça va à 600 je crois en demi, et c'est 1200, 2400 pour finaliste gagnant. Donc on choisit de la partager quelle que soit l'issue du match, qui enlève un peu de pression, et plus, oui, puis on joue pour le jeu. C'est ça, et on joue pour le jeu. Et on joue la partie, et globalement c'est une redite, je ne vais pas revenir en détail dessus. Romain a pris des vidéos, toi aussi, donc on mettra quelques inserts de la partie de moi concentré en train de jouer, mais globalement c'est une redite de la matinée. Même encore plus compliqué. Je vois pas la lumière du jour. Autant le matin j'avais pu essayer de jouer et ça avait fini assez close, autant là je crois qu'il finit, il a encore 28 PV, un truc comme ça. Oui, mais il en regagne beaucoup. Il en a regagné, mais c'est juste j'ai jamais pu jouer en fait. Et il a vraiment bien joué. C'est tout à son honneur, hein. Le match-up est en sa faveur, mais il l'a très bien joué. Et d'ailleurs il le prouvera en allant jusqu'à gagner le championnat de France. Ouais. Donc félicitations à lui, et puis moi je suis super content d'avoir fini top 8, et puis surtout ça m'a donné une raison d'aller au Japon en fin octobre. Mais voilà, c'était un peu mes championnats de France. Voilà. Alors globalement, ce qu'on dit c'est à dominer quand même dans la méta du championnat de France. Évidemment la dernière extension, Part de Miss Bell. Et donc les decks, le perso qui était attendu le plus c'était Zen, c'était le perso le plus représenté, et donc du coup le perso que les gens ont amené pour Counter Zen, si on suit un petit peu la roue de Park de Miss Bell, c'est Nu. Et d'ailleurs ça s'est vu qu'il y a eu 3 nus en demi-finale, parce qu'il y a 3 nus qui ont affronté 3 Zen en quart de finale, et les 3 nus ont gagné. Bon après c'est le site qui a fait ça. Et moi ce que je trouve étonnant, c'est que quand vous suivez des chaînes YouTube depuis la sortie de Part de Miss Bell, on entend surtout parler d'Enigma et de Zen, mais finalement Nu, il y avait, je trouve, il y avait moins de focus. Ouais, alors moi je comprenais pas trop parce que je trouvais les 3 persos très forts, surtout dès le moment où les cartes de Nu ont été révélées.
on a tous été en mode. Mais est-ce qu'on est d'accord que je dis pas de conneries? Non, je suis assez d'accord. Je vous notais que j'ai pas dit une connerie. Globalement, c'est quand même assez rare. Les gens sont encore indécis sur Enigma. Moi, je pense que c'est un deck qui est extrêmement fort, et à mon avis, là, Sinu commence à revenir, Enigma va arriver. Oui, et c'est carte papier ciseaux. Voilà, les gens vont se rendre compte que le deck est extrêmement, extrêmement fort. Mais c'est probablement le plus dur des 3 à jouer. Zen étant le plus facile, et c'est aussi pour ça que c'est le premier qui s'est imposé. Parce que c'est la solution évidente, c'est le deck agressif. Nu, c'est le deck plus disruptif. Et Enigma, c'est le deck contrôle, gestion de board. Ce qui va être intéressant, c'est de voir comment ça va évoluer d'ici Amsterdam, avec un Pro Tour dans un mois, donc un énorme événement, avec un des 3 plus gros tournois de l'année, globalement, donc un des 2 Pro Tours, avec le championnat du monde. Donc ça va être un gros test de voir ce que va donner la méta. Il y a un annoncement de banlist la semaine prochaine. Je sais pas s'il va y avoir quelque chose ou s'il va y avoir une petite tape sur Zen, parce que quand même il y a des choses un peu trop fortes, on verra. Il y a des choses un peu trop fortes, mais ce qu'on voit c'est qu'il s'est fait balayer en quart de finale. Oui, mais parce qu'il est, à chaque fois, parce qu'on construit contre lui. Et puis parce que les 3 Zen sont tombés contre 3 nus qui sont mauvais match-up. Les nus auraient pu se faire battre avant. En fait, le résultat là, un résultat d'un national, surtout la France qui est pas non plus le plus, on a un bon pays vu qu'on a le gagnant du Pro Tour en titre, mais c'est pas le plus gros tournoi non plus. Alors, ce qui serait intéressant, c'est de voir globalement sur l'ensemble des championnats nationaux. Et mais ça, on a les stats, mais on les a pas encore tous pour l'instant. Je crois que le deck qui a gagné le plus de nationaux, c'est Zen. Ensuite, c'est Kaio. Et je crois que Nu arrive en 3e, quelque chose comme ça. Kaio mais on n'avait eu que la moitié des nationaux pour l'instant. Donc déjà, là, je pense qu'aujourd'hui ou demain, on aura un peu plus de détails sur ce qui s'est passé ce week-end. Qui a gagné où. Et puis, une fois que les nationaux seront finis la semaine prochaine, là, on aura une vue d'ensemble. Et justement, ça va rééquilibrer. Déjà, ça va nous donner une indication. Et la banlist va arriver juste après ça. Donc... elle va probablement aussi prendre en compte ça. Mais moi, à titre personnel, si je devais faire une prédiction, je m'attends probablement pas à des bans. Et s'il y a un ban, ce sera les chaussures de Zen. Alors, pourquoi il y a une annonce de banlist En fait, il y a une annonce de banlist prévue le 8 juillet. Mais tu dis qu'il n'y aura pas de ban? En fait, c'est des annonces, c'est comme à Magic, en fait, c'est des annonces régulières. D'accord. Où ils disent... Il y a un calendrier. Il y a un calendrier. Et on dit si oui ou non il y a des bans. En général, voilà, c'est ça. En général, c'est après chaque grosse saison compétitive. Évidemment, ils font pas au milieu pour pas perturber trop les choses. Donc là, on sait qu'il y en a un juste après, c'est 3 semaines avant le Pro Tour. Donc s'il y a un changement, ce sera à ce moment-là. Et donc toi, tu parles des chaussures de Zen. Soit les chaussures de Zen, soit rien. Et on expliquera dans une vidéo dédiée pourquoi. Voilà, je pense j'ai déjà beaucoup déblatéré. Oui, on n'est pas loin de 1 heure... 40 minutes. 40 minutes. Donc on va s'arrêter là. Donc, merci de nous avoir suivis, ceux qui ont écouté jusqu'au bout. On chapitrera quand même. Des 4 personnes qui regardent le Flesh and Blood, je remercie la personne qui est restée jusqu'au bout. Et on vous dit à la prochaine.